à Kidal, la situation de Kidal n'est pas une situation heureuse. Hein. Ouais. Hein, moi, je ne sais pas ce que veulent les uns et les autres, mais je pense que faire la guerre sur son propre territoire, c'est rarement une bonne chose. Hein. Okay. Chers téléspectateurs de l'Alternance TV, bonjour. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau le professeur Kissima Gakou. Kissima Gakou est le doyen de la faculté de droit privé. Nous allons aborder avec lui toutes les questions relatives en tout cas à l'université. Ensuite, nous allons aborder aussi les questions politiques et sociales. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, avec plaisir. Je suis le professeur Kissima Gakou, doyen de la faculté de droit privé de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Et évidemment, je suis aussi enseignant-chercheur. J'ai dispensé le droit pénal, la procédure pénale. Je suis pénaliste. Et je suis spécialiste des sciences criminelles et criminologiques. Voilà, que j'ai également dispensé pendant près de 20 ans. Aussi bien à l'université, aux forces de sécurité, aux structures d'investigation, etc. Le professeur, nous savons tous que l'université malienne de façon générale est confrontée à beaucoup de difficultés. Difficultés liées aux infrastructures, difficultés liées en tout cas aux conditions matérielles et, si vous voulez bien, aux conditions d'études. Alors, est-ce qu'à votre niveau, vous êtes confronté aux mêmes difficultés? Oui, vous savez, les problèmes de l'université sont les problèmes du Mali. D'abord, la plus grosse difficulté, c'est que l'université du Mali a été créée, si vous voulez, sur le tas. Il n'y a pas eu une programmation d'envisager la création d'une université dans un temps donné. On s'est levé un jour, on a dit « Ah, il y a trop de monde ». Et il y a un problème de gouvernance des effectifs et aussi il y a beaucoup de difficultés dans les aspects pédagogiques, académiques. Donc le politique a décidé tout de suite de créer l'université de Bamako, c'est en 2011, et cela a abouti à avoir 4 universités à Bamako, dont la mienne, l'Université des sciences juridiques et politiques. Et vous comprendrez dès lors que dans le souci de prendre en charge les problèmes de gouvernance, d'effectifs et tous les autres aspects connexes à la gouvernance, c'est-à-dire la qualité des études, le suivi des formations, etc., etc. Bon, c'était des difficultés qu'on n'a pas été en mesure de juguler jusqu'à présent. À plus forte raison, il s'est ajouté encore un autre problème qui est le basculement dans le système LMD. Avec l'IEMOA, il y a eu une directive qui a demandé à tous les États de basculer dans un système commun qu'on appelle le système LMD. Et ce basculement dans le système LMD n'a fait qu'aggraver les problèmes. Parce que le système LMD a des contraintes. D'abord, on n'est plus dans le système de première année, deuxième année, troisième année, quatrième année pour avoir une maîtrise. Non. Ou bien première année, deuxième année, un 2 et troisième année, une licence. Non, c'est terminé. Les années, ça n'existe plus, c'est des semestres. C'est-à-dire les étudiants, ils entrent dans le système et chaque semestre, ils valident ou pas des UV. Et en fonction de ce qu'ils ont validé, ils peuvent passer le semestre suivant, mais y compris souvent avec des crédits qu'ils doivent obligatoirement payer. Ce qui fait qu'on est dans un système qui tourne, si vous voulez, sans arrêt, et qui fait des avatars. Et c'est ça, les années qui se chevauchent. Vous comprenez aussi qu'il y a eu pas mal de
troubles sociaux, des grèves, etc. Ça, le système LMD ne supporte pas. Okay. Et ça explique toutes les acrobaties dans lesquelles nous sommes aujourd'hui pour essayer de faire avancer quand même les étudiants dans leur scolarité, avec beaucoup de difficultés. Souvent, on a des promotions qui s'agglutinent, on est obligé de créer des espaces artificiels pour donner des cours en parallèle, à plusieurs troisième années, à plusieurs premières années, ainsi de suite. Okay. C'est-à-dire on fait de la magie ici pour que vraiment les choses avancent. Donc c'est le système LMD qui explique un peu l'effectif pléthorique dans les amphis. Le système LMD est un système aussi qui nous a été parachuté. Okay. On est tombé dedans. Vous et moi, quand on allait à l'école, on sait qu'on est en première année, on va passer en deuxième année, et c'est par an. Hein, c'est en octobre, ça commence, et puis en juin, on fait les examens, après on est en vacances. Ça, c'est annuel. Mais le système LMD est venu, dit, bon, dans un semestre, voilà ce que vous devez enseigner, et vous évaluez au bout du semestre. Avant d'aller dans le second semestre, il y en a donc qui ne passent pas, il y en a qui passent, il y en a qui passent avec crédit, ce qu'on appelle des AJAC, des ajournés autorisés à continuer. Oui, donc c'est vraiment, ça nous a posé des problèmes d'adaptation terribles, parce que ni les étudiants, ni les enseignants, ni l'administration n'étaient préparés. On a dû tout apprendre sur le tas, on a dû former les gens sur le tas, et vous imaginez, c'est pas facile. Est-ce que vous êtes inspiré de cas chez les voisins, par exemple, où le système LMD a véritablement marché? Oui, on s'est inspiré, on a envoyé des missions un peu partout, mais il se trouve que même ceux qui ont commencé avant nous, on est mieux lotis qu'eux. Parce que nous, on a fait des efforts extraordinaires. Il y en a encore qui sont en train de patauger à des niveaux que nous, on a dépassés. Donc, ce n'est pas la question de voir les retours d'expérience sur le problème du LMD, c'est que c'est la réalité même de la mise en œuvre du LMD qui est un problème. C'est-à-dire, c'est un travail programmatique. On ne peut pas, comme on l'a fait, on ne peut pas tout de suite d'un bloc régler quelque chose qui doit se régler dans la durée. C'est pas possible. Okay. Voilà, c'est ça la problématique. Okay. Il y a un autre phénomène aussi qui est monnaie courante au sein de nos facultés, c'est les grèves. Grève tantôt des étudiants, grève des enseignants. Finalement, est-ce que ce phénomène-là ne joue pas sur la qualité, en tout cas, de l'enseignement même? Oui, c'est évident que les grèves, ce n'est pas les meilleurs alliés de l'école. Hein. Ouais. Mais que faire? Vous savez, le dialogue social, lorsque il est rompu, bon, la grève est un droit. Okay. Et on est dans un état de droit. Mais il y a des conséquences. Et c'est les conséquences que nous vivons. Parce que tout le temps perdu là, après, il va falloir trouver un moyen de reconstituer, même si on ne peut jamais rattraper le temps perdu, et ça reste un impact négatif sur le processus. Okay. Voilà. En plus des grèves, ce qu'on remarque, c'est que souvent les enseignants aussi, il y a un problème de niveau au sein même des enseignants. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas... Est-ce qu'à votre niveau, vous qui êtes en tout cas leur chef, est-ce que vous avez pensé à cela? Un problème de... Non, je vois le problème auquel vous faites allusion. En fait, c'est vrai que il y a une très très forte baisse qualitative, de niveau de façon générale. Cela n'affecte pas une catégorie en particulier. Okay. C'est l'ensemble du système qui a pris le coup. Il y a d'abord un grand désintérêt, contrairement aux temps anciens, il y a un grand désintérêt pour, si vous voulez, les efforts nécessaires à l'acquisition de savoir. Okay. Donc, les gens ont tendance à chercher les raccourcis. Les raccourcis, ça ne paye pas. Hein? Parce que, au bout du compte,
on se rendra toujours compte, on verra toujours que, oui, vous êtes au haut de l'échelle, mais c'est partout troué. Oui. Hein? Bon, ça, c'est un problème qui affecte l'ensemble du corps social. C'est pas seulement l'enseignement. C'est partout où où il est nécessaire de construire un savoir sur la base d'acquisition réelle de connaissances. Et lorsque cela n'est pas fait, c'est comme lorsque vous voulez construire un mur et que vous sautez des briques. Ouais. Le mur, vous savez, vous connaissez son sort à l'avance. C'est exactement comme ça, la construction humaine, la construction du savoir. C'est ça. Est-ce qu'il vous arrive souvent de faire une auto-évaluation entre vous-même, s'auto-évaluer? Est-ce que ça vous arrive souvent de faire ça? En principe, le système LMD même exige l'auto-évaluation, y compris des procédés pour que les étudiants même puissent évaluer l'enseignant. Okay. Mais bon, on se rend compte que cela ne se produit pas toujours. Okay. Parce que, encore une fois, l'exigence de savoir n'est pas, si tu veux, c'est pas une vertu partagée, est-ce que vous voyez, ni par les étudiants, ni par ceux qui doivent procéder à ces évaluations-là. Okay. Professeur, le citoyen lambda pense que l'université malienne a cessé d'être un laboratoire d'idées, de propositions. Et aujourd'hui, nous avons comme l'impression que le débat politique se fait ailleurs, pas à l'université, alors que normalement, c'est l'université qui est censée être un laboratoire d'idées. Mais qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que, parce que tout simplement les universitaires sont assoiffés du pouvoir, ils veulent tous en tout cas être ministres ou ceci? Bon, alors, pour cette question, il y a deux choses. C'est vrai que l'université, on va dire, c'est le laboratoire, en tout cas pour tout pays, tous les pays qui se sont développés au monde, et qu'on peut voir de façon empirique, eh bien, ça va de l'université qui est justement, si vous voulez, le creuset de production du savoir. Maintenant, à l'université, il y a des enseignants-chercheurs qui cherchent et qui produisent, qui font des communications, qui font des articles scientifiques. Mais ces articles scientifiques sont diffusés dans des revues scientifiques. Mais la problématique dont vous parlez, c'est peut-être qu'on ne voit pas peut-être les résultats de ces recherches menées par des enseignants-chercheurs maliens. On ne voit pas de traduction de ces résultats dans la vie réelle. Bon, à ce niveau, il faut savoir que l'enseignant-chercheur, il cherche, il dispose du savoir, mais il n'est pas qualifié pour faire le marketing de son savoir. Est-ce que tu vois? Et à partir de ce moment, puisque lui-même, il appartient à une entité qui est l'entité étatique, qui lui-même est gouverné par des gouvernants qui sont censés détenir les pouvoirs nécessaires pour rechercher les orientations pour le développement. Je pense que c'est des démarches qui doivent émaner des autorités. Parce que les universitaires, ils sont à l'université. Et chacun sait ce qu'il peut ou ce qu'il doit faire. Mais si on ne vient pas les chercher, et d'ailleurs, il semble même qu'on s'en méfie souvent au niveau des idées. Mais par contre, on est prompt à venir les prendre pour aller occuper des postes. Bah, ça n'a pas beaucoup de sens. Il vaut mieux les laisser là où ils sont, profiter des idées qu'ils peuvent sécréter et les mettre au service du pays plutôt que d'aller les prendre pour les mettre dans des postes et en faire des obligés qui ne peuvent être que stériles par définition. Le professeur, vous êtes un des grands débatteurs, on vous voit souvent sur certains plateaux de télé. Alors, en tant qu'universitaire, quelle est votre grille de lecture de la situation politique actuelle du pays, qui est caractérisée par une transition issue, par exemple, d'un coup d'État? Et en tant qu'universitaire, quelle est votre lecture? Si on vous dit de tirer tout de suite un bilan, 3 ans après l'avènement des militaires au pouvoir. Bon, est-ce que le mot bilan peut être approprié? On peut toujours, en tant qu'observateur, avoir une opinion.
sur la situation de son pays. Et c'est à ce titre peut-être qu'on peut parler. Moi, je pense que la situation du pays n'est pas au beau fixe. Elle n'est pas au beau fixe parce que on est dans une transition qui a été engagée avec beaucoup d'attentes et beaucoup de défis et surtout beaucoup de promesses. Il y avait beaucoup d'espérance dans cette transition compte tenu de tous les leviers qui ont pu être mis à sa disposition et aussi compte tenu du discours que les hommes de cette transition ont mis en avant. Donc cela a suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'engouement et même beaucoup d'implication au niveau de la population. Bon, il se trouve que le parcours est en train de délivrer beaucoup de, on va dire, beaucoup de désagréments. Il ne faut pas aller loin. Déjà, avec l'EDM, on n'a plus de lumière. Ça, c'est pas normal, on peut dire. Et sur le plan économique, on voit aussi que le secteur économique, il est morose, il est mourant. Les économies sont vraiment en train de, si vous voulez, dans un état végétatif. Bon, l'administration publique, elle aussi, actuellement, elle semble un peu anémiée. Donc, il y a pas mal de problèmes au quotidien qui, de plus en plus, biaisent ou en tout cas atténuent les espoirs qu'on a mis en avant au départ. Et aussi les questions de sécurité qui sont là, des questions qu'on, bon, pour l'instant, on ne voit pas très bien où on va. Et par exemple, pour parler de l'actualité, à Kidal, la situation de Kidal n'est pas une situation heureuse. Moi, je ne sais pas où est-ce que veulent les uns et les autres, mais je pense que faire la guerre sur son propre territoire, c'est rarement une bonne chose. Voilà. C'est rarement une bonne chose et c'est peut-être une situation qui s'impose ou qui s'est imposée d'une certaine manière, mais personnellement, je ne suis pas dans cette option. Voilà, je pense que on aurait pu avoir... C'est-à-dire, on a beaucoup de capacités, on a beaucoup de capacités, on a suffisamment d'intelligence, on a suffisamment de leviers pour résoudre n'importe quel problème de notre pays sans aller dans les extrémités. Les extrémités dont les conséquences sont toujours fâcheuses pour tout le monde. Voilà. Donc, bon, je pense que cette situation est évolutive. J'espère que les différents acteurs vont encore mettre l'accent sur l'intelligence, le génie créateur, plutôt que sur l'application de la force. Parce que la force, on sait toujours comment ça commence, mais bon, personne ne sait où ça finit. Et professeur, nous avons quand même remarqué que les autorités actuelles ont fait le choix. On a rompu pratiquement, c'est comme ça que j'interprète, on a rompu avec l'Occident et on s'est tourné vers la Russie. Est-ce que vous pensez que cette option-là, c'est une bonne option? Non, il ne m'appartient pas de dire que c'est une bonne ou mauvaise option. Je constate simplement que, comme vous le dites, les dirigeants actuels de la transition ont décidé de faire un changement d'allié stratégique. Bon, ça, c'est leur appréciation de la situation actuelle. Maintenant, c'est l'histoire qui nous dira si cela a été un bon choix ou un mauvais choix. Mais pour l'instant, on n'a pas tous les éléments disponibles, on n'a pas tous les éléments d'analyse
pour tirer des leçons de ces différents choix. Mais ce qui est sûr, ce qui est là actuellement, c'est-à-dire, pour l'instant, on n'a pas vu que le changement d'alliance a apporté quelque chose de concret en termes de résolution des défis qui sont réels et qui sont les nôtres. Pour l'instant, on n'a pas constaté cela, hormis dans une relative on va dire, une relative montée en puissance de nos forces armées. On n'a pas beaucoup constaté, par exemple, dans les différents secteurs de l'économie, etc. D'autres secteurs, on n'a pas vu. C'est peut-être trop tôt, mais on n'a pas encore vu d'impact significatif sur, enfin, qui serait dicté par ce changement-là. Okay. Professeur, il y a au mois d'octobre, le 25 octobre, pour être plus précis, le ministre de l'administration territoriale est sorti pour parler d'un léger report de la fin de la transition, de la date de la transition, la date des élections, je veux dire. Et beaucoup de gens pensent que est-ce que ce report-là ne va pas entraîner d'autres sanctions de la part de la CEDEAO? Est-ce que vous craignez déjà ces sanctions-là? Parce que déjà, nous avons vu au Niger ce que ça fait comme impact. Est-ce que vous craignez aussi les sanctions de la CEDEAO dans les jours, les mois à venir? Bon, alors, par rapport à ça, il faut bien comprendre que le report n'est pas... le report en tant que tel n'est pas une situation exceptionnelle. C'est-à-dire, dans toute l'activité humaine, des contretemps ou des imprévus peuvent surgir. Le tout se trouve dans la manière. Lorsque on est en train de travailler dans une planification donnée, on doit être en mesure de savoir à l'avance si on peut tenir l'échéance qui est en vue ou pas. Et dès lors que cela n'est pas possible, eh bien, la bonne façon, c'est de porter à la connaissance de toutes les personnes concernées par cette échéance que un retard de tel délai est prévisible ou est à prévoir sur l'échéance à venir. À ce moment-là, les gens se préparent en conséquence et il n'y a pas de conséquences. Okay. Mais quand ce n'est pas comme ça et qu'on laisse faire les choses pour réaliser après qu'on n'est pas dans les temps et ensuite annoncer que, bon, ça c'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour les autres acteurs qui, en ce moment, sont obligés de suivre. Okay. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la classe politique pense, en tout cas certains partis politiques, certains leaders politiques pensent que cette décision a été prise de façon unilatérale, sans un large consensus, sans une large concertation. Est-ce que ça aussi, ça ne va pas être en tout cas un obstacle? Bon, en fait, il y a deux aspects. La décision, je crois que c'est une décision qui est technique, mais qui a une implication forte, une très forte implication politique. Et peut-être que le gouvernement, tout à fait, il est habilité, puisque c'est lui qui est à la manœuvre, c'est lui qui organise. Donc, il a tout à fait la latitude de constater ou de faire constater un retard. Mais il doit s'aviser qu'il ne s'agit pas d'un retard de calendrier personnel, et qu'il s'agit d'un retard qui concerne l'ensemble du corps social et aussi, au-delà, l'ensemble des partenaires qui sont associés à la réalisation de ce processus. Et par conséquent, il est de meilleur ton d'éviter de faire cavalier seul dans ce genre de situation. Okay. Professeur, une dernière question, elle est sécuritaire. Aujourd'hui, nous constatons comme une véritable montée en puissance de notre armée et surtout l'acquisition de matériel de combat pour notre FAMA, en tout cas notre armée. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'option militaire, qui est aujourd'hui l'option préférée de nos autorités, est-ce que c'est une bonne option dans le contexte actuel là, du Mali? Bon, ce n'est pas une option nouvelle. Hein. C'est-à-dire qu'il faudra rapidement remballer l'histoire.
L'option militaire, elle a déjà été utilisée. Okay. Je pense qu'au lendemain de l'indépendance, les pères fondateurs ont bel et bien utilisé cette option. Okay. Mais est-ce que cela a réglé le problème? Je ne crois pas. De la même manière, il n'est pas imaginable que l'option militaire puisse régler ce problème-là. Surtout pas aujourd'hui, où on est rentré dans une multiplication et une imbrication des enjeux de plusieurs niveaux, pas seulement au niveau national, mais au niveau international, supranational. Bref, c'est une situation extrêmement complexe aujourd'hui que nous avons sur cette partie du territoire. Et il résulte de plusieurs facteurs, c'est-à-dire le non-respect de certains accords qui avaient vocation à régler le problème. Ensuite, le fait qu'on est arrivé dans une transition militaire qui, eux, il faut le comprendre, eux, ce qu'ils savent faire le mieux, c'est la chose militaire. Donc, il ne faut pas s'étonner si eux veulent régler militairement la question. Mais la question fondamentale pour nous, Maliens, c'est est-ce que cette option est l'option optimale pour régler ce problème-là? Si oui, dans quelle mesure? Sinon, que faire? Voilà des questions qu'il faut se poser. Il ne s'agit pas d'aller faire des frappes et susciter des dynamiques qu'on ne peut pas contrôler. Voilà. Mais bon, ça c'est à un autre niveau que ça se décide. Nous, on est observateurs et on donne des opinions qui sont des opinions tout à fait neutres par rapport à l'évolution des choses. Professeur, si vous avez un dernier message à adresser à nos autorités, au peuple malien, si vous voulez bien, en tant qu'universitaire, quelle va être la teneur de ce message? Bon, pour moi, le message aujourd'hui, pour le contextualiser, c'est la situation qui prévaut au nord, à Kidal. Moi, je suis très inquiet de ce qui se passe au nord, pour plusieurs raisons. Parce que ce qui se passe au nord se passe actuellement au nord, mais j'avoue qu'il peut s'étendre à l'ensemble du pays. Bon, ça c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a une confrontation fratricide. C'est-à-dire, lorsque vous rentrez dans une logique de guerre, le gros problème, c'est que vous perdez la lucidité. Vous êtes dans ce qu'on appelle le vertige de l'écrasement, qui vous empêche d'analyser l'issue de la guerre que vous menez. Bon, ça, c'est une erreur. Une vraie guerre, elle se mène avec des attendus, c'est-à-dire ce qu'on appelle des états effets recherchés, c'est-à-dire état final recherché. Je vais faire cette guerre, je vais utiliser tant de moyens, eh bien, il faudrait qu'à la fin de la guerre, j'ai obtenu tel avantage qui soit garanti de cette manière et qui puisse impacter de cette manière mon évolution générale. Mais on ne va pas à la guerre parce qu'il y a des va-t-en-guerre qui vous provoquent à aller en guerre. Non, moi je pense que ça, c'est une erreur. Voilà. C'est pourquoi je suis inquiet. Et ce n'est pas aussi le fait d'avoir des moyens militaires importants. Ce fait-là n'est pas un fait justificatif de la guerre. Parce que les moyens militaires vont toujours finir. Et on n'a jamais vu une guerre qui est terminée par des moyens militaires. À moins que ce soit une guerre dans laquelle on fait disparaître radicalement l'autre. Et ça, je pense que les guerres modernes ne fonctionnent pas comme ça. Ok, merci professeur. Je vous remercie. C'est tout ce qu'il fallait retenir de cet entretien avec le professeur Kissima Gakou,
Magakou est le doyen de la faculté de droit privé. Merci pour votre fidélité et à la prochaine fois.